Ah, Thibaut a une question. Alors, Thibaut, j'active votre micro. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui. Bonjour à tous. En fait, je voudrais de Pascal Kéris pour le principe de j'achète quelque chose qui vaut 100 avec seulement 4. Oui, et quelle est la question? Je n'ai pas entendu, peut-être. Si vous êtes d'accord avec ce concept. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais factuellement, Yann vous a décrit comment Bernard Arnault a réussi à prendre le contrôle de LVMH à la fin des années 80, hein, par une cascade de holdings, en empilant les unes sur les autres, hein, comme on l'a vu avec Yann, et en trouvant à chaque fois des investisseurs qui étaient prêts à devenir actionnaires minoritaires à ses côtés, parce qu'ils avaient à la fois une participation indirecte dans LVMH et en plus un actif qui les intéressait. Conforama, Le Bon Marché, Christian Dior Couture. Donc lui, il a fait comme ça, mais ce n'est pas le seul, si vous voulez. Si on se limite à la France, Monsieur Bolloré a fait la même chose, et en ce moment, Monsieur Drahi, avec Altis, SFR, est en train de redonner un coup de jeunesse à ce type de schéma. Et effectivement, ça permet sans dette, ce qui était la contrainte qu'on avait mise sur les épaules de Yann, d'acheter 100 avec simplement une mise de fonds personnelle de 4. Sans dette. D'autres questions? Merci pour votre réponse. Je t'en prie. Je coupe votre micro, Thibaut. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains levées. Vous pouvez, même pendant que d'autres participants sont en train de parler, lever la main. N'hésitez pas. Je pense que s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de questions. Je vois qu'il y a des petits commentaires sur le chat. Yann, voilà, que vous félicitez. Il y a Charles-Henri qui fait un commentaire. Pour faire effet de levier avec la dette plus cascade holding. Je pense qu'il commente la présentation. Oui, mais il a raison. On pourrait se rajouter en plus de la dette. Et dans ce cas-là, on peut acheter 100 avec 2, si on met de la dette en plus. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées, donc je pense que Yann va pouvoir reprendre la présentation. Ah bah c'est Pascal. Je redonne du coup la main à Pascal. Voilà. Bon, je peux y aller? Oui. Merci Amandine. Donc en fait, oui, on a fait une petite discussion. S'il y avait des points à corriger, je les corrigerai. Mais bon, moi, je sélectionnerai toujours les présentations que vous aurez faites, probablement les meilleures. Mon objectif ici, dans cette formation, c'est de faire monter tout le monde. Et faut être décontracté. Et en fait, dans un cas, moi, j'aime bien aller au-delà. Aller au-delà, c'est-à-dire évoquer avec vous, maintenant qu'on a construit sur le cas, qu'on a réfléchi, qu'on a vu les problématiques expliquées dans le cas, c'est aller au-delà. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Pourquoi ils ont fait ça? Qu'on n'a pas traité spécifiquement. Et en fait, ici, j'ai 5 points. J'ai 5 points à traiter, mais Amandine me dit qu'elle a une question, donc on peut écouter la question. Alors, c'est Sybille. Sybille, oui. Elle a plus la question. Bon. Alors, vous êtes sûr, Sybille? donc, je continue, c'est ça, c'est bon. Alors, je continue. Oui, elle a bien relevé la main. Donc, bon, allons-y. Sybille, on vous entend normalement. Je vous mets en vidéo. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez montré la cascade de holding et vous disiez que l'intérêt qu'il y ait une holding pour les minoritaires, c'est qu'il y ait plusieurs actifs. Et donc, si Dior Couture disparaît de la holding de Dior, est-ce que cette holding disparaît après l'opération? Oui, parce qu'elle va devenir, selon toute vraisemblance, détenue à 100% par la famille Arnault. Ou à 98% ou à 97% selon toute vraisemblance, et ils vont selon toute vraisemblance mettre en place une procédure qui existe sur la plupart des bourses dans le monde qui s'appelle le squeeze out, le retrait obligatoire. C'est-à-dire qu'on exproprie ceux qui ne sont pas venus, qui en général sont des gens qui étaient partis en voyage au Pérou ou au fin fond de l'Amazonie et qui n'ont pas pu passer les ordres d'apport à l'offre. Dans ce cas-là, Christian Dior Holding va devenir une holding à 100% détenue par la famille Arnault qui sera plus cotée en bourse.
et probablement, après, c'est la gestion interne de groupe qui l'absorberont pour simplifier et Ouais. éviter d'avoir une structure intermédiaire qui ne leur sert plus à rien. D'accord. Voilà. J'ai une deuxième question, parce que j'ai cru comprendre que ça s'était fait avec une histoire avec des actions d'Hermès aussi en Oui, mais échange. j'ai pas C'est quoi voulu le sujet? prolonger ce soir. J'ai pas voulu faire trop long et trop D'accord, compliqué ce soir. Donc, on oublie les actions Hermès ce soir. C'est pas d'accord, crucial pour notre schéma. C'est une d'accord. modalité technique de paiement. On utiliserait ce cas à fond pendant 1 heure. On en parlerait parce que c'est intéressant. Mais là, j'ai pas l'ambition de vous garder trop longtemps. Donc, voilà. Donc, j'ai 5 points que je voulais développer avec vous pour aller plus loin, comme je fais à l'issue de chaque cas, enfin, ou de points qui me paraissent intéressants. Alors, le premier, c'est cette réflexion qui vous a interrogé sur ces holdings, ces cascades de holding. Alors, c'est efficace en termes de contrôle, puisque c'est comme ça que le groupe Arnaud, qui était pas du tout la première fortune de France à l'époque, a pu prendre le contrôle de LVMH. Avec 4, je peux contrôler 100. Mais on travaille pour le roi de Prusse quelque part. Ça veut dire que lorsqu'on gère LVMH, si in fine notre intérêt économique n'est que de 4%, bah, je récupère que 4% de la création de valeur. Donc en fait, à chaque fois que ce genre de structure est mise en place, on sait qu'à un moment donné, ça va être démonté. Ça sert à permettre à quelqu'un de prendre le contrôle d'un actif, et puis au cours du temps, si tout se passe bien, ça va être démonté. Ça va être démonté pour la raison simple, c'est que moi, j'ai pas envie de travailler pour le roi de Prusse. C'est-à-dire que si je travaille en tant que président de LVMH à créer de la valeur, avoir des bonnes idées, etc., j'aimerais en récupérer plus que 4% qui ma simple part. Donc, on va faire un détricotage. Et l'opération que Yann nous a présentée, c'est l'ultime étape du détricotage de la cascade de holding qui avait été mise en place en 88 pour permettre au groupe Arnaud de prendre le contrôle de LVMH. Comment fait-on en fait? Comment à un moment donné, quand j'ai 4% qui contrôle un actif de 100, je vais réussir au cours du temps à passer, comme la famille va le faire ces temps-ci, à 44%. Bon, en fait, la première condition, il faut que l'actif opérationnel en bas, la LVMH, ça marche bien. Parce que si ça marche mal, la cascade va s'effondrer et on va perdre le contrôle. Donc, il faut que ça marche bien. Ça marche bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que LVMH, étant bien géré, étant dans le secteur dans lequel il est aussi, ce n'est pas par hasard, a des marges qui lui permettent de faire 2 choses. De continuer à investir pour se développer et de verser des dividendes. Versant des dividendes, ces dividendes remontent progressivement. Et remontant progressivement au cours du temps, et là on parle de 30 ans quand même, en haut, on en récupère une partie et ça va permettre de racheter ou de se constituer une trésorerie pour racheter les minoritaires dans les différentes holdings. Et puis, vous savez comme moi, vous le saviez probablement avant de faire les CCF, la bourse, il y a des hauts et des bas. Et donc, les gens astucieux profitent des moments de crack, comme 2001, 2002 ou comme 2008, pour racheter des minoritaires à ce moment-là, parce que ça coûte moins cher naturellement. Et donc, il y a différentes techniques qui permettent de faire en sorte que ce graphique que je suis allé chercher dans les échos de 1994, à l'époque, vous avez fait une première restructuration, vous voyez, de ce que vous a présenté notre ami Yann, la financière Agache était sortie de la bourse, donc ils en avaient 100%, le bon marché, ils en avaient 100%, il y a que Christian Dior, il n'en avait que 74%, et puis SEPP avait déjà 100% de Arnaud Associés. Les dividendes, de l'endettement, éventuellement on cède des actifs. Vous savez, le groupe Arnaud n'est plus propriétaire de Conforama, donc ils ont vendu Conforama. Avec le cash, ils ont fait du rachat d'actions. Ils ne sont pas venus au rachat d'actions, donc ils sont montés dans le capital de la financière Agache. C'est comme ça qu'ils ont sorti les minoritaires. Bref, on utilise différentes techniques pour ce faire. Deuxième point, pourquoi faire une offre sur la holding Christian Dior et prévoir le rachat de Christian Dior Couture plutôt que faire une fusion entre la holding et sa société opérationnelle? C'est-à-dire que si je regarde la structure, vous voyez, bon, on aurait très bien pu dire, moi là j'ai ces 2 sociétés, la Christian Dior et LVMH, je les fusionne. Je les fusionne, c'est simple, il n'y a qu'une seule opération. Plutôt que de faire ce qu'ils ont fait, où en fait ils font, comme l'a expliqué Yann, 2 choses. La première, c'est que dans un premier temps, LVMH
rachète la branche couture de Christian Dior pour 6 milliards quelque chose en cash. Et dans un deuxième temps, la famille Arnault fait une offre de rachat des minoritaires de Christian Dior. Ce qui fait qu'à la fin, elle aura 100% de Christian Dior, qui aura 41% de LVMH, et le dit LVMH aura reconstitué sous son toit les activités couture et parfum de Christian Dior. Donc pourquoi pas une fusion? En fait, quand on réfléchit, peut-être l'un d'entre vous a l'idée, pourquoi on n'a pas fait de fusion? Pourquoi ont-ils fait un schéma un petit peu plus compliqué en 2 étapes et non pas la fusion en une seule étape? Amandine, est-ce qu'on a la faculté de… Est-ce que quelqu'un pense à quelque chose? Élève la main dans ce cas-là. Et Amandine vous donne la parole. Exactement. Pour l'instant, personne ne lève la main. Bon, ben, c'est pas grave. Ah si, très bien. Sybille, on va écouter Sybille. Si on avait fait une fusion, à ce moment-là, Christian Dior serait la sœur de LVMH et non la fille? Non. Christian Dior Non. Couture? Oui, mais ça n'aurait pas été gênant. Non, parce qu'on aurait fusionné, ce qui serait passé, c'est que LVMH aurait absorbé Christian Dior, si vous voulez. Donc Christian Dior aurait disparu et LVMH aurait trouvé la branche Christian Dior Couture dans l'escarcelle de Christian Dior Holding. Donc ça serait devenu une fille comme là. Mais c'est pas ça le problème qu'on a réussi. On avait fait une fusion. On a quelqu'un d'autre qui demande la parole? Alors, on ne demande pas la parole, c'est juste un commentaire sur le chat. Oui. C'est Mohamed qui nous dit pour pouvoir acheter les minoritaires. C'est en partie la réponse, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Mais on est sur la voie. On est sur la voie. Pourquoi je fais pas la fusion? Alors, Charles, bon, ils utilisent le chat. Bon, le chat, on est ouvert, hein, on n'est pas dogmatique. Alors, le chat. Charles-Henri nous dit Oui. pour les fonds. Pour les fonds. Pour les fonds, donc pour pouvoir acheter les minoritaires, donc je pense qu'il complète la réponse de Mohamed. Oui. Pour les fonds. J'ai Jean Véron Lacroix qui nous dit pour une raison de marque. Non. Charles-Henri qui revient en disant cela permet de conserver 51% de Dior et lever 49% sur le marché. Non. Interrogation. Non. Ah, on a Moussine qui souhaite prendre la parole. Oui, bon, on écoute. Moussine, je vous donne le micro, vous êtes en ligne. Bonsoir, c'est pas pour une histoire d'optimisation fiscale? Non, c'est pas une optimisation fiscale. Non, c'est pas du tout une optimisation fiscale. Non, c'est pas de l'optimisation fiscale parce qu'en fait, dans la plupart des pays du monde, les fusions sont fiscalement neutres. Parce que ce sont des opérations qui sont des opérations non cash, il n'y a pas de cash impliqué. Des actionnaires de Christian Dior auraient reçu des actions LVMH si on leur avait proposé de fusionner avec LVMH. Donc, la fiscalité est neutre dans les opérations de fusion dans la plupart des pays du monde, et en France en particulier. Donc, c'est pas plus personne non. Bon, alors je donne la réponse. En fait, si on fait une fusion entre Christian Dior et LVMH, ça va diluer la famille Arnault dans la nouvelle entité. Parce qu'ils ne détiennent que 74% de Christian Dior. Et fusionnant Christian Dior Holding avec LVMH, sachant que Christian Dior Holding détient 41% du capital de LVMH, ça veut dire que la famille Arnault se serait retrouvée avec 74% fois 41% de la nouvelle entité. Et ça fait 30%. Et 30%, alors ils ont un petit peu des chouillas en plus, là ils ont 6% si vous voulez, mais ça ne fait pas assez pour contrôler un groupe tranquillement et bien dormir. Donc ce schéma de fusion a été recalé parce que ça ne permettait pas à l'actionnaire familial de garder son contrôle. Vous voyez ici, dans ce qui a été retenu dans le schéma de droite, le groupe familial va avoir 100% de Christian Dior qui va devenir une pure holding interne, qui va avoir 41% du capital de LVMH, sachant qu'ils ont 6% en direct. Donc, ils vont garder 47% du capital de LVMH, et là, vous dormez sur vos 2 oreilles. LVMH est sous le contrôle de Arnault, il n'y a aucun problème. Non. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait autrement que la fusion, qui était l'opération simple. C'est pour ça que, dans un premier temps, ils ont demandé à LVMH de racheter la branche Christian Dior Couture. Et LVMH, on a vu tout à l'heure avec Yann que ce n'était pas un problème financier, ils avaient de l'argent, ils avaient une capacité d'endettement significative, donc on va le vérifier dans un instant. Et comme Christian Dior Holding a vendu sa branche Christian Dior Couture, il y a du cash maintenant qui est dans Christian Dior.
Et donc, quand la famille va faire son offre sur Christian Dior, il lui manque 25%. 25% d'une société qui vaut à peu près 50 milliards, ça va dire qu'il lui manque 12 milliards, si vous voulez, pour acheter Christian Dior, pour acheter les minoritaires de Christian Dior Holding. Mais 12 milliards, et une fois qu'ils l'ont fait, ils récupèrent dans Christian Dior Holding le prix de vente de la branche couture de Christian Dior, 6 milliards. Et donc, en fait, pour eux, le débours n'est que de 6 milliards. C'est le prix qu'ils ont à payer pour garder le contrôle à 41% et sortir les minoritaires. Et à l'échelle de ce groupe familial, 6 milliards d'euros, ils sont des troncs, et puis les dividendes qu'ils touchent en quelques années rembourseront la dette. Et ils n'auront pris aucun risque sur le contrôle final de LVMH à aucun moment du schéma. Donc voilà la réponse, pour ne pas diluer la famille, car LVMH a une capacité d'endettement, comme on l'a vu avec Yann. 3,7 milliards de dette pour 9 milliards de BE, il y a de quoi faire. Troisième point, je suis un peu ironique, là, je suis un peu suspicieux, je joue mon canard enchaîné. Est-ce que c'est la fin de la surcroissance de Dior? Et pour comprendre ma question, est-ce que c'est la fin de la surcroissance de Dior? Vous vous rappelez que Dior avait une croissance des résultats de 24% par an, alors que LVMH avait une croissance de ses résultats d'exploitation sur les 5 dernières années de seulement 6% par an. Et donc, c'est ce que j'appelle la surcroissance, 24%. Eric Ossam, qui m'entend, doit sûrement se dire in petto, les arbres ne montent pas au ciel. Donc, la fin de la surcroissance de Dior. Je remets le dessin, vous allez comprendre le graphique pourquoi. Aujourd'hui, le groupe Arnault, en fait, à travers la holding Christian Dior, il a 74% de la branche Christian Dior Couture. Bon. Demain, quand cette opération sera faite, il n'aura plus que 41% de Christian Dior Couture, puisqu'il aura 41% de LVMH, qui lui-même aura 100% de Christian Dior Couture. Donc, il avait 74%, il a plus que 41%. En finance, ça veut dire qu'ils ont vendu, en quelque sorte, ils se sont dilués dans Christian Dior Couture. Et ils se sont relevés dans LVMH, puisque dans LVMH, il y avait 74% de 41%, 30% de LVMH, et maintenant, ils vont avoir 100% de 41%, c'est-à-dire 41% de LVMH. Donc, on peut se dire, si on est un peu suspicieux, mais en fait, s'ils font ça, ils ont attendu le dernier moment. Il y a encore un peu de croissance chez Christian Dior, mais bon, ils connaissent peut-être mieux la situation que vous et moi. Et peut-être, c'est pas avéré, peut-être qu'ayant bien choisi le moment, c'est peut-être le moment où Christian Dior est pas loin du top, si vous voulez. Et vous ne valorisez jamais mieux une société que lorsqu'elle est pas loin du top, qu'il y a encore un peu de croissance. Mais peut-être le plus gros est derrière elle, parce qu'on ne va pas avoir une surcroissance de Dior par rapport à LVMH indéfiniment de 24-6, 18% par an. Ça, c'était le troisième point que je voulais faire partager avec vous. Le quatrième point, ne pas confondre multiples de contrôle et multiples boursiers. Dans sa slide, notre ami Yann a dit, voilà, il y a un prix d'acquisition élevé. Christian Dior Couture a été acheté 15,6 fois le BE. Il a totalement raison. C'est 15,6 fois le BE. Et puis, on le compare. Et là, il faut être honnête, c'est moi qui l'ai poussé à le comparer comme ça, pédagogiquement bien sûr, avec le multiple de LVMH. Mais là, attention dans ce raisonnement, il y a un petit peu de mauvaise foi intellectuelle dont je suis l'auteur, mais pour des raisons pédagogiques et pas Yann, qui est le suivant. On compare deux multiples qui ne sont pas comparables. On a à chaque fois un multiple de l'EBE, 15,6 et 12. Bon. Mais n'oubliez pas que dans les multiples, on les divise en deux catégories. Il y a les multiples de contrôle, les multiples de transactions. Et ici, on achète le contrôle de Christian Dior, donc il y a une prime de contrôle. Et quand je calcule le multiple de LVMH, qui est une société cotée en bourse, je regarde le cours de bourse. Et ça, c'est un multiple boursier. Et les deux ne sont pas sur un même plan d'égalité. L'un confère est payé lorsqu'on prend le contrôle, l'autre est payé pour la transaction marginale en bourse. Vous allez acheter
100 actions de LVMH ou 0,1% du capital de LVMH, mais pas 100% du capital de LVMH. Donc ça, c'est un point sur lequel je me permets ce soir d'attirer votre attention. C'est une piqûre de rappel, si vous vous rappelez bien, de ce qu'on a vu ensemble dans la deuxième partie de l'ICCF sur l'évaluation. Mais trop souvent, je vois des gens qui, sans s'en rendre compte, comparent l'un et l'autre. Non, il y a un multiple de contrôle et il y a un multiple boursier. Et puis, le 5e point, oui, quand on n'a pas d'idée d'investissement, on rachète ses minoritaires. Pourquoi maintenant? En fait, M. Arnaud nous a donné la réponse, puisque dans la presse, il a dit les meilleurs actifs du secteur ne sont pas à vendre. Il faut dire qu'il en a acheté un certain nombre et donc il a un peu asséché le marché. Donc, les plus beaux actifs qui pourraient l'intéresser ne sont pas à vendre. Et donc, ça veut dire que les opportunités de croissance externe des LVMH aujourd'hui, ou en tout cas pour quelques années, sont peut-être épuisées. Et donc, quand on n'a pas d'autres opportunités, on regarde autour de soi, on regarde chez soi. Là, on a un actif qu'on connaît bien, on l'a depuis longtemps et on en profite. Voilà, l'argent que j'aurais pu dépenser pour acheter, je ne sais pas, Hermès ou pour acheter Prada, mais qui ne sont pas à vendre, je vais l'utiliser pour racheter les minoritaires que j'ai dans Christian Dior. Et donc, c'est quelque chose de très classique, quelque chose qu'on voit régulièrement au cours du temps. Quand une entreprise n'a plus d'idées ou plus beaucoup d'idées pour utiliser sa trésorerie ou sa capacité d'endettement, elle rachète ses minoritaires. C'est des opérations sans risque qui font pas de mal. Et d'ailleurs, la bourse, lorsque LVMH a lancé cette opération, a fait monter son cours de bourse de 5% dans la journée, ce qui montre bien que c'était chapeau bas. Voilà ce que Yann et moi voulions vous dire sur ce cas. Et là, on peut répondre à des questions, Amandine, sur ce qu'on vient de se dire ensemble. S'il y a des questions qui soient arrivées soit par la main levée ou par le chat. Alors,